Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je mets en place de mon côté des process pour un tracking cohérent et qu'il s'adapte en fonction des différentes typologies de sites, que ce soit des sites lead gen ou e-commerce. Mais avant tout, il faut qu'on parle de la philosophie de GA4 et avoir une vue macro sur ce que c'est la web analyse. Donc dans un premier temps, GA4 se base sur 3 piliers: la partie acquisition, engagement et monétisation. On parlera pas de la partie fidélisation dans cette vidéo. La partie acquisition, qu'est-ce que c'est? C'est la manière dont on va capter du trafic via les différents canaux d'acquisition. Donc ça peut être du référencement naturel, donc le SEO, du référencement publicitaire, du SEA avec Google Ads ou Bing Ads, du référencement publicitaire sur les réseaux sociaux comme Facebook Ads ou LinkedIn Ads ou autres. C'est ce qu'on appelle le SMA, Social Media Ads. Ça peut être également la partie SMO, donc Social Media Optimization. Donc dès que c'est en haut, faut penser, on va dire, optimization ou organique, et dès que c'est en A, faut penser à ads. Donc SEO, SEA, SMO, SMA. Donc SMO, c'est les réseaux sociaux, mais de manière naturelle. Et il y a également la partie emailing, des canaux d'acquisition. Il y en a plein. Le plus important à comprendre ici, c'est que l'on peut capter du trafic via ces différents canaux. Sur Analytics, comment ça se présente? Eh bien, il faut aller dans rapport, et ensuite, dans rapport, ici on a la partie acquisition, engagement et monétisation. J'ai d'ailleurs fait des vidéos sur les différents rapports. Ici, dans la partie acquisition, on pourra voir acquisition d'utilisateurs ou acquisition de trafic. Nous, on va aller dans acquisition utilisateur, et ici, on pourra voir les différents groupes de canaux. C'est des groupes de canaux par défaut, et si l'on souhaite rajouter des canaux personnalisés, il est également possible de mettre ça en place sur Analytics. Pour ça, je vais choisir une propriété où j'ai les droits, et ensuite, il faut aller dans administration, dans affichage des données, dans groupe de canaux. Ici, on va pouvoir dupliquer les groupes de canaux par défaut, copier pour créer. Ici, on pourra mettre un nom. Donc moi, je mets Custom Channel Group, par exemple. Et ici, on peut rajouter un canal. Avec la version standard, c'est limité à 20 canaux. On voit qu'ici, il y en a 18. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est soit ici supprimer un canal, ce qui fait qu'on pourra en rajouter 3 cette fois-ci, soit faire ajouter un canal. Ici, on pourra mettre par exemple livre blanc. Ici, on pourra rajouter 2 conditions. Les sources, donc la provenance, et là je mets contient, et je pourrais mettre par exemple data-ads puisque c'est mon nom de domaine. On va pouvoir faire appliquer, et ensuite ici les supports, et on va pouvoir mettre contient. Et là, si c'est un document au format PDF, comme un livre blanc que l'on télécharge, on pourra mettre PDF. On pourra faire enregistrer le critère, et ici on aura bien livre blanc qui sera affiché après dans les groupes de canaux pour le Custom Channel Group que l'on a créé. Donc on peut faire enregistrer, et là quand on revient dans les rapports, ici générer des prospects, acquisition utilisateur. Si on descend, on va retrouver Custom Channel Group, et ici plus tard on retrouvera PDF s'il y a des gens qui téléchargent le livre blanc en question. Ça, c'était une parenthèse pour le Custom Channel Group. Ce qu'il faut retenir déjà sur cette partie, c'est le premier pilier, l'acquisition, la provenance du trafic via nos différents canaux. Le deuxième pilier pour GA4, c'est la partie engagement. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une fois que les utilisateurs sont arrivés sur notre site, de quelle manière ils vont s'engager et comment on va définir le niveau d'engagement d'un utilisateur. Pour ça, on a différents critères, comme par exemple la session avec engagement, ce qui est défini par défaut sur une durée de 10 secondes, ainsi que le taux d'engagement. Ça peut être également la profondeur de défilement, la visibilité des blocs sur les pages. Ça, c'est pour la partie lead gen. Et après, pour la partie e-commerce, on verra qu'il y a d'autres événements qui définissent aussi l'engagement des utilisateurs. Et enfin, la troisième étape, c'est la partie monétisation. Quand est-ce que les gens vont convertir, tout simplement? Donc, pour résumer, l'acquisition, c'est quand ils arrivent sur le site. L'engagement, c'est savoir si ils sont engagés sur le site, s'ils vont générer des actions, comme un clic sur un bouton, le scroll, la durée d'engagement des sessions ou autre. Et enfin, la monétisation, c'est l'objectif final, c'est la conversion, soit un formulaire qui a été rempli, ou alors ça peut être par exemple s'inscrire à une newsletter si vous avez défini la newsletter comme une conversion. Puisque la différence entre un événement et une conversion, c'est qu'une conversion n'est rien de plus qu'un événement important. Et pour définir un événement comme conversion, on peut aller sur Analytics, ensuite dans Administration, on retourne dans Affichage des données,
on a événement, et ici on pourra marquer l'événement comme événement clé. Alors le nom a changé, avant c'était conversion, mais que ce soit événement clé ou événement de conversion, c'est la même chose, c'est un événement plus important que les autres, c'est la finalité. Et ici, par exemple, de votre côté, si vous avez un événement file_download, vous pouvez le définir en tant que événement clé. Et ça sera visible ensuite dans la liste des événements clés ici. Le seul événement clé qui est activé par défaut, c'est l'événement purchase. C'est lorsqu'un utilisateur achète un produit. Et je vous en parlerai quand on abordera la partie e-commerce. Pour la partie monétisation, si c'est un site de génération de prospects, donc lead gen, bien souvent, ça sera le fait de remplir un formulaire qui fait qu'on obtient une conversion, donc un événement clé. Et on pourra également mettre le suivi avancé des conversions. C'est le fait de suivre des conversions hors ligne, lorsqu'un utilisateur achète le produit directement en physique, mais qu'il est passé par les publicités Google Ads avant. Et pour ça, il faudra faire le matching entre le numéro de téléphone et l'adresse mail. Et j'en parle de manière beaucoup plus spécifique dans une vidéo. Et pour la partie e-commerce, la conversion, ce sera l'event purchase. L'événement qui était activé par défaut sur GA4. Ça, c'est pour la philosophie vraiment de GA4. Vous avez déjà une première cartographie sur acquisition, engagement, monétisation. Et maintenant, on va voir comment mettre en place un tracking cohérent en respectant des process clés de A à Z avec 7 étapes qui sont essentielles. J'en ai pas parlé au tout début, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 grands types de tracking. Il y a le tracking lead gen, e-commerce et pour les SaaS. Nous, on va se pencher essentiellement sur la partie lead gen et e-commerce. Et la première étape qui est essentielle, c'est de poser les bonnes questions. J'en profite puisque j'ai parlé des 7 étapes avec la première qui est de poser les bonnes questions. On va voir ça juste après, les questions en détail que j'ai l'habitude de poser de mon côté. Si vous avez de nouvelles idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. L'idée, c'est de ne pas surcharger d'informations le client, pas poser trop de questions si ça fait pas sens, mais il faut obtenir le plus d'informations en un minimum de temps pour le soulager. Et donc, c'est comme ça qu'on gagne en pertinence. Le moins de questions, mais qui obtiennent le plus d'informations. Et les informations qui sont essentielles et qui couvrent 100% du tracking. Donc, c'est la première étape. Ensuite, on verra le plan de mesure. Le plan de mesure, qu'est-ce que j'appelle plan de mesure de mon côté? C'est tout simplement les réponses aux questions. C'est grâce à ce plan de mesure qu'on va avoir vraiment une fiche d'identité de notre site en question. Et grâce à ce plan de mesure va découler ensuite les KPI, donc les indicateurs clés, en fonction des canaux d'acquisition qu'utilise l'entreprise en question, mais également de la typologie du site, si c'est un e-commerce ou un site lead gen, et en fonction des conversions qu'ils souhaitent traquer. Si par exemple ça va être des formulaires, des livres blancs, des newsletters ou des events e-commerce et ainsi de suite. Ensuite, on va mettre en place le plan de tagage. J'ai fait 2 vidéos dédiées à ce sujet. Le plan de tagage, c'est quoi? C'est notre boussole. C'est grâce à un bon plan de tagage cohérent et complet que l'on va pouvoir ensuite mettre en place le tracking avec GTM et le paramétrage complet avec GA4. Le paramétrage complet de GA4, j'ai créé une doc à ce sujet que je vous mettrai également dans la description. Tout est sur le Notion. Vous avez plus qu'à copier et l'adapter à votre site. La 6e étape, ça va être la collecte des données. Bien vérifier que les données remontent, notamment sur la partie prévisualisée de GTM si les balises se déclenchent correctement. Et également si les données remontent bien dans la debug view de GA4. Et on pourra également utiliser des extensions comme Tag Assistant pour voir si les balises sont bien visibles. Et enfin, pour avoir une prestation la plus complète possible, c'est de fournir la documentation. Et cette documentation, elle permet de valider les étapes clés, à savoir le plan de mesure, donc les questions-réponses tout simplement. Ensuite, le plan de tagage, donc un plan de tagage qui sera adapté en fonction de la typologie du site. Ensuite, la checklist du paramétrage GA4. Pour ça, de mon côté, j'ai une checklist complète qui permet vraiment de penser à chacun des paramètres à mettre en place sur GA4. Et pour finir, la collecte des données qui certifie bien que les données remontent correctement, qu'il n'y a pas des doublons ou des pertes de données ou un problème sur la debug view, que les paramètres associés aux événements remontent également, que tout soit cohérent et qu'on ait des preuves avec des captures d'écran ou une vidéo de la debug view en fonction des actions que l'on fait sur la partie prévisualisée de GTM. Donc ça, c'est les étapes que l'on va voir en détail juste après. Ce qui est important là-dedans, c'est vraiment de mettre en place ces process et de pouvoir régulièrement les affiner, les améliorer, les optimiser pour que ça soit carré de A à Z, que ça soit cohérent, que ça soit simple et que ça vous soulage sur votre plan de route et que votre client soit aussi au courant de ce qui est mis en place, pourquoi c'est mis en place et comment c'est mis en place si besoin avec la documentation. Comme ça, vous couvrez vraiment tous les sujets et vous montrez que vos prestations sont à la fois complètes et qu'elles sont également pédagogiques
si besoin. Donc les questions, de mon côté, j'en ai 9 actuellement. Peut-être que ça peut s'enrichir. On verra si ça fait sens par la suite. Comme je vous disais, le but, c'est pas d'en poser 50 au client parce que lui, il va être surchargé d'informations et c'est pas le but de l'épuiser. Par contre, le but, c'est de collecter un maximum d'informations en un minimum de questions. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler sans cesse la pertinence. Donc le maximum d'infos en un minimum de temps. Pour ça, de mon côté, donc le nom de domaine, ça c'est essentiel. Ça va nous permettre de créer notre fiche d'identité. Quel est le CMS que vous utilisez? Savoir si c'est WordPress, Shopify, PrestaShop ou même System.io ou autre. Pourquoi on pose cette question? Parce que ça va nous servir par la suite, puisqu'il y a des plugins pour générer par exemple le data layer. Comme sur WordPress avec GTM for WordPress. Sur Shopify, il y a également un plugin dédié pour générer le data layer. Il y a également la même chose sur PrestaShop et ainsi de suite. Quel est l'objectif? Est-ce que c'est un site qui propose des prestations de services? Dans ce cas-là, ce sera de la lead gen. Ou un site e-commerce qui vend des produits directement? Dans ce cas-là, ce sera un site e-commerce. Là, une fois de plus, le but, c'est de savoir rapidement quels sont les événements que l'on va devoir traquer. Si c'est du e-commerce, ce sera des événements e-commerce. Si c'est de la lead gen, ce sera des événements liés à la lead gen. Donc ça va être par exemple la profondeur de défilement, la visibilité des blocs, le fait de cliquer sur un bouton, des appels téléphoniques également, le call tracking, le fait de remplir un formulaire, télécharger un livre blanc, s'inscrire à une newsletter. Donc ça, c'est des événements vraiment lead gen. Et après la partie e-commerce, eh bien de mon côté, j'ai listé les événements pour la partie e-commerce. Il y en a 14 et on peut se souvenir de ça avec la méthode des 4 P. Donc promotion, produit, panier et paiement. Et pour traquer ces événements e-commerce, on est obligé de mettre en place le data layer. C'est d'ailleurs pour ça que plus tard, on va poser des questions comme est-ce qu'il y a un dev en interne ou alors est-ce que vous passez par un prestataire pour la partie développement, puisque nous, de notre côté, on sera amené soit à utiliser un plugin, donc pour WordPress, Shopify, PrestaShop ou autre, puisque pour la partie e-commerce, on sera amené soit à faire appel à un dev pour générer le data layer, soit à utiliser un plugin pour WooCommerce, qui est le CMS de WordPress pour la partie e-commerce, Shopify ou PrestaShop. Ensuite, donc, quels sont les principaux canaux d'acquisition? Donc SO, SEA, SMA, emailing ou autre. Pourquoi on pose cette question? Parce que, par exemple, pour la partie SMA et emailing, il faudra penser aux paramètres UTM. J'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet. Et pour la partie SEA, il faudra penser, s'il y a Google Ads et Bing Ads, demander l'ID de conversion et le label pour faire le suivi des conversions. Et également pour la partie Facebook Ads, pensez au pixel Facebook ou Facebook KPI si c'est sur du GTM server-side. Idem, si on utilise LinkedIn Ads, il faut penser à la balise Inside Tag. Et dans ce cas-là, il y aura également des identifiants à fournir. Donc ça, ce sera la personne qui gère la partie acquisition. Et donc on se rend compte que pour le tracking, on doit souvent avoir deux interlocuteurs. La personne qui gère les pubs, donc la partie SEA et SMA par exemple, et un développeur si possible pour la partie data layer. Ensuite, il y a une autre question, avez-vous paramétré la bannière cookie? Si oui, sur quel CMP vous êtes? Est-ce que vous êtes sur Cookiebot, Acceptio, Cookie Information, Sirdata ou autre? Et si c'est correctement paramétré, nous de notre côté, on pourra vérifier si c'est correctement paramétré à 100%. Et dans ce cas-là, on pourra même utiliser en amont une extension qui nous permet de voir si le Consent Mode V2 a bien été mis en place. Quel est le système de paiement s'il y a un système de paiement sur le site? Par exemple, PayPal ou Stripe. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, de notre côté, on devra faire un paramétrage sur GA4 pour exclure PayPal et Stripe comme domaine référent. Sinon, c'est reconnu comme de nouveaux utilisateurs, puisque la personne, lorsqu'elle passe à l'achat, elle va sortir du site, elle va payer par exemple sur PayPal, et elle va ensuite revenir dans le site. Et nous, notre but, c'est que ce soit toujours le même utilisateur, que ce ne soit pas considéré comme un nouvel utilisateur qui rentre sur le site. Ensuite, avez-vous un autre nom de domaine? Je ne parle pas d'un sous-domaine ici, mais vraiment d'un autre nom de domaine. Est-ce que vous souhaitez l'unifier avec votre site A? Donc si la personne a un site A et un site B, dans ce cas-là, ça c'est un cas un peu particulier, mais il faudra penser à mettre en place le cross-domain tracking. Ça c'est assez simple à mettre en place. Il faudra faire le paramétrage sur GA4 et j'en parle également dans une vidéo. Avez-vous un développeur? Si oui, son contact, et qui gère la partie acquisition, et là il faudra également demander le contact. Donc logiquement, avec ces 9 questions, même 8, parce que le nom de domaine on peut le savoir déjà en amont, on peut avoir déjà un plan de mesure qui soit hyper complet. Par exemple, là j'ai fait 2 exemples de plans de mesure qui sont assez synthétiques. Le premier, on va prendre comme exemple jardinantibes.com. C'est vraiment un exemple, mais on pourrait très bien se dire, voilà, c'est un site sur WordPress qui génère du trafic via 2 canaux d'acquisition, qui sont la partie SEA, donc référencement publicitaire via Google, et du SEO, donc le référencement naturel. Ensuite, la CMP est non paramétrée, et admettons que le client a déjà choisi une solution qui est Cookiebot. Ensuite, il n'y a pas de système de paiement en ligne, mais on pourra très bien mettre le suivi avancé des conversions. Donc j'ai fait une vidéo sur le sujet. Il n'y a pas de multidomaine, pas de développeur. Donc là, on saura rapidement si on peut mettre en place le data layer ou pas, savoir si on passe par un plugin
ou pas, et savoir si on en a réellement besoin, puisque si c'est des formulaires à traquer, on pourra très bien les traquer sans passer par un data layer. Et enfin, une personne est en charge de la partie acquisition, dans ce cas-là, on pourra très bien demander l'ID de conversion et le label pour la partie SEA. Ensuite, on a un autre exemple, ici pour un site e-commerce, admettons que le site s'appelle veloshop.com, donc un site de vente de vélos. Donc le CMS, c'est Shopify, la typologie du site, c'est un e-commerce, avec deux canaux d'acquisition, qui sont la partie SEA et SMA, donc ça peut être par exemple Google Ads et Facebook Ads, donc il faudra qu'on pense à mettre en place les balises Google Ads et les balises Facebook Pixel si on passe sur du GTM côté client et pas encore GTM côté serveur, ou si on souhaite déjà le faire évoluer via GTM côté serveur, dans ce cas-là, ça sera du Facebook CAPI. Ensuite, la quatrième étape, la CMP, admettons qu'il a choisi Acceptio, il fait du paiement via PayPal et Stripe, dans ce cas-là, il faudra penser à mettre en place le paramétrage sur GA4 pour exclure ces deux domaines référents, pour pas que ce soit considéré comme un nouvel utilisateur quand il va faire l'achat et qu'il va revenir sur le site après. Et ensuite, il y a un développeur en interne et une personne en charge de la partie acquisition. Mais dans ce cas-là, on a déjà notre fiche d'identité pour ces deux sites. Un pour la lead gen et un pour la partie e-commerce. Donc là, on a vu déjà les deux premières étapes, les questions et les réponses. À partir de là, va découler les KPI, puis ensuite le plan de tagage. Ça fait vraiment un effet domino. Donc les KPI, ici, c'est un exemple. Si il y a de l'organique, eh bien dans ce cas-là, on prendra en compte les impressions, les clics, le CTR via la Search Console. Dans ce cas-là, il faudra mettre en place la Search Console et ça, c'est assez simple si vous avez l'accès à votre hébergeur. Ensuite, pour le suivi des positions, vous avez différents outils, notamment avec SEMrush, Ahref ou d'autres outils. Et ensuite, d'autres critères comme le trafic utilisateur provenant du SEO, et ça on pourra très bien le voir sur la partie Analytics. Pour la partie acquisition, ça peut être le nombre de clics, le CPC, le CPM et le CTR, donc le coût par clic, le coût par 1000 et le taux de clic, les dépenses mensuelles et le score de qualité. Pour la partie SMA, donc par exemple Facebook Ads, ça va être le nombre de clics, le CPC, le CPM, le CTR et les dépenses. La seule différence, ça va être le score de qualité que l'on n'a pas sur la partie Facebook Ads. Et ensuite, pour la partie emailing, ça peut être le taux de délivrabilité, donc les emails qui ont été réellement délivrés, le taux d'ouverture de ces emails qui ont été délivrés, et ensuite le taux de clic des emails qui ont été ouverts. Donc ça fait vraiment un entonnoir entre délivrabilité, ouverture, taux de clic. Ça, c'est pour la partie vraiment acquisition de ces canaux. Donc la partie SEO, SEA, SMA et emailing, on a la première étape, la partie acquisition. Ensuite, dans la partie engagement, puisqu'on a vu au tout début que c'était les trois piliers sur la web analyse, acquisition, engagement et monétisation, la partie engagement, cette fois-ci, ça va dépendre de la typologie du site. Si c'est un site lead gen, le but c'est de prendre en compte des critères d'engagement et de voir s'ils vont lire la page, donc la faire défiler, voir s'ils vont afficher certains blocs en milieu de page. Ça veut dire qu'ils auront lu ce bloc-là. Et ça peut être également des clics sur des CTA. Donc ça, c'est vraiment la partie engagement. Pour la partie e-commerce, ça peut être les mêmes critères, mais en plus les événements e-commerce. Donc view item list s'il voit une liste produit, donc c'est les pages catégories. Select item s'il clique sur un produit. View item s'il voit un produit, et ensuite s'il rentre dans l'étape du panier, ça va être l'ajout au panier, donc avec add to cart, et également ça peut être view card avec voir le panier. Donc ça c'est le deuxième pilier, donc la partie engagement. Et enfin la partie monétisation, eh bien une fois de plus pour la partie lead gen, ce sera différent du e-commerce. Ça peut être le fait de remplir un formulaire, bien souvent ça sera cette situation-là. On peut également avoir un objectif de conversion sur des téléchargements de livres blancs ou alors le fait de renseigner son adresse mail sur une newsletter, puisqu'on a vu que les événements pouvaient évoluer en tant qu'événements clés, donc des événements en conversion. Et enfin, pour la partie e-commerce, la monétisation, ici, ce sera la partie purchase. Donc c'est le fait d'acheter un produit, donc de générer l'événement purchase, et d'ailleurs événement qui est par défaut sur GA4 comme on l'avait vu précédemment. Une fois qu'on a défini les KPI sur la partie acquisition, engagement et monétisation, eh bien notre puzzle se construit de plus en plus, c'est de plus en plus clair et complet. On va pouvoir mettre en place le plan de tagage. Le plan de tagage, c'est une documentation avant de mettre en place le tracking. Et ça nous permet d'avoir une presta qui est structurée, cohérente et transparente aussi, pour montrer aux clients les actions complètes que l'on met en place. Donc j'ai fait un template de plan de tagage sur Notion que vous pouvez recopier de votre côté et l'adapter en fonction de votre site, avec à gauche les événements, ensuite la deuxième colonne les balises, ensuite les conditions de déclenchement, donc les déclencheurs, et enfin les paramètres. Donc le premier tableau ici en haut, ça va être les
code de suivi ou code de configuration. Si vous avez par exemple Facebook Ads, Google Ads et GA4, eh bien il faudra mettre en place les codes de suivi, donc avec les nouvelles balises Google pour GA4, le conversion linker pour Google Ads et le Facebook Pixel pour Facebook. Si vous avez un tracking sur un site e-commerce, dans ce cas-là, il faudra prendre le nom des événements recommandés par GA4, donc qu'on a vu précédemment avec View Item List, Select Item, View Item, Add to Cart, View Cart, Begin Checkout, Purchase. Ensuite, toujours dans ce plan de tagage, le but c'est de lister les identifiants de code de suivi. Ça vous permettra de centraliser toutes les informations, que tout soit hyper clair. Surtout si vous utilisez une douzaine de balises. Vous pouvez rajouter également la liste des paramètres, comme par exemple le User ID, la Value, le Transaction ID, qui permet de dédoublonner les transactions. Et enfin, juste en dessous, si vous devez mettre en place le tracking d'un site e-commerce et que vous faites appel à un développeur pour intégrer le data layer, c'est vous qui devez fournir la documentation à transmettre au développeur. Et dans ce cas-là, vous devrez fournir le data layer pour chaque événement. Tout ça est également noté dans le template et vous pourrez l'adapter. Ça change rarement puisque les événements sont toujours les mêmes, peu importe les sites e-commerce que vous gérez. Une fois que le plan de tagage est mis en place, que ce soit pour la partie lead gen ou e-commerce, donc en renseignant vraiment tous les événements que vous souhaitez traquer, et également tous les codes de suivi, et tous les identifiants et labels si vous faites du Google Ads, Facebook Ads et ainsi de suite, et bien dans ce cas-là, on pourra passer sur la partie tracking avec GTM et GA4, et j'ai fait des vidéos pour chaque cas spécifique, et à la toute fin, une fois que vous avez mis en place tous ces événements, installez la CMP avec le Consent Mode V2. J'ai fait une vidéo sur le sujet avec Cookiebot. Il y a également Pierre-Baptiste de Seos qui a fait une vidéo pour Sirdata. Et prochainement, je ferai peut-être une mise à jour pour Acceptio. Donc vous avez mis en place le tracking sur GTM avec les événements que vous souhaitiez. La 6e étape, ça va être de vérifier que la collecte des données est correcte. Pour ça, vous devrez tester avec la partie prévisualisée de GTM. Vous pourrez également utiliser des extensions comme Tag Assistant ou Meta Helper et également vérifier que les données parviennent sur GA4 avec la partie Debug View. Pour activer la partie Debug View, il faudra que la partie prévisualisée de GTM soit active ou bien activer l'extension GA Debug sur On. J'en parle également dans la vidéo des extensions. Et enfin, fournir la documentation qui certifie que vous avez respecté les étapes de A à Z avec le plan de mesure. Donc pour rappel, c'est les questions-réponses, le plan de tagage où vous aurez votre tableau avec toutes les balises, les événements, les conditions de déclenchement, donc les déclencheurs et les paramètres, la checklist du paramétrage GA4 que je vous fournis également dans le Notion, et la collecte de données via des captures d'écran ou une vidéo avec tela.tv ou bien Loom, qui montre que les données remontent bien sur GA4. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo parce que ça montre vraiment tous les process étape par étape. S'il y a de nouvelles infos de votre côté que vous utilisez, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si ça peut améliorer et optimiser mes process, eh bien c'est avec plaisir. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me soutenir en likant la vidéo. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser directement dans les commentaires ou en message privé sur LinkedIn. J'ai des nouveaux sujets qui vont arriver avec une vue un peu plus 360, ne pas rester focus que sur le tracking, mais également proposer de nouveaux sujets comme la création de sites, et également du référencement naturel et du référencement publicitaire, pour élargir également les sujets sur cette chaîne, et ne pas se cantonner que sur le tracking, parce que pour moi l'essentiel c'est aussi de jouer sur 3 facteurs, j'appelle ça la triade, c'est la partie création, tracking et acquisition, donc avec création de sites web ou de landing page, la partie tracking avec GTM GA4 et la partie acquisition avec le SEO et le SEA. Et l'idée c'est de graviter autour de tout ça et élargir un peu plus sa vision pour les vidéos qui vont suivre prochainement. Je vous dis encore merci pour votre soutien, au plaisir d'échanger et à bientôt.